Certains voudraient que vous baissiez les yeux. Bientôt, vous ne pourrez plus boire ou manger comme autrefois. Avec le Covid, on vous a caché la vérité sur les masques et le dépistage massif. Petit à petit, ce que l'on pouvait dire hier n'est plus possible aujourd'hui. Google et YouTube nous pénalisent. Ce n'est pas un hasard si la loi Avia qui restreint nos libertés est la première loi votée après le confinement. On commence à vous habituer à obéir servilement et pister vos déplacements. Petit à petit, on vous apprend la soumission. Mais il y a des lueurs d'espoir. Ne les gâchez pas. Entrez en résistance. Vous avez les clés de TV Liberté. Ce n'était pas prévu, mais je reviens vers vous, car nous n'avons pas atteint notre objectif qui est, je vous le rappelle, de trouver 48 000 € avant le 10 juillet, date couperet. TV Liberté est la première chaîne alternative de France. TV Liberté, c'est une communauté indépendante, libre, c'est un môle de résistance. Avec TV Liberté, plus personne n'est seul. Vous n'êtes pas seul. Alors, avant cette date du 10 juillet, aidez-nous. Faites un don maintenant. Aidez-nous pour que jamais, même pour des raisons bassement financières, nous n'ayons à mettre un genou à terre. Jamais. Vous avez les clés de TV Liberté. Je compte. Nous comptons sur vous. Bonjour à tous, bonjour chers téléspectateurs, bienvenue sur le plateau de Politique Économie. Bonjour Pierre. Bonjour Olivier, bonjour à tous. Alors aujourd'hui nous recevons, et nous voulions le recevoir depuis longtemps, nous l'avions convié avant le confinement, Charles-Henri Gallois. Bonjour Charles-Henri, vous êtes toujours le bienvenu sur ce plateau. Et vous êtes responsable national de l'économie à l'UPR. Et vous avez écrit un livre sur lequel nous avions déjà à propos desquels nous avions parlé, les illusions économiques de l'Union européenne. Aujourd'hui, eh bien, nous allons continuer dans les illusions, parce que l'Europe de Bruxelles, l'Union européenne, disons, nous a dispensé bien des illusions depuis la crise. Ce qu'il faut dire tout d'abord, et pour commencer cette émission, pour introduire l'émission, c'est qu'elle a été gravement absente dans la crise qui vient de se produire. On l'a vu aller embêter la Pologne et la Hongrie sur des problèmes de séparation des pouvoirs, comme si à l'Ouest, la séparation des pouvoirs était respectée. On s'en est aperçu à l'occasion de l'affaire Fillon. Bref, elle a fait des démarches pour que l'Albanie et la Macédoine du Nord entrent dans l'Union européenne, comme si c'était vraiment le problème du moment. Et on a vu la malheureuse Italie, en pleine crise du corona, faire appel à l'Europe, silence radio, personne. Mais on a vu atterrir de gigantesques avions cargo russes qui venaient porter secours à la sorella latina, notre sœur latine, parce que nous autres Français, nous n'avons pas été non plus tout à fait à la hauteur dans la solidarité européenne, qui aurait pu être naturel, après tout, et qui aurait pu d'ailleurs, qui peut se passer de l'institution Union européenne. Alors nous allons examiner avec vous, après
ce tableau quelque peu accablant à l'endroit de la Commission européenne et de l'Union européenne, nous allons essayer de voir ce qu'elle a tenté de faire depuis sur le plan économique. Et il y a alors le MES, le mécanisme européen de stabilité, merci Pierre. Il y a eu l'accord franco-allemand entre monsieur Macron et Madame Merkel, sur lequel vous allez revenir certainement. Le refus allemand de la mutualisation des dettes, puis il y aura aussi évidemment le prononcé de la Cour de Karlsruhe que nous attendons avec impatience, mais qui d'ores et déjà condamne le quantitative easing. Alors par quoi allons-nous commencer, Charles-Henri Gallois ? On peut revenir peut-être justement sur cette gestion de crise. Gestion de crise. Parce que ça a été lamentable de A à Z. Quand on voit au départ, déjà, l'Union européenne aurait pu bloquer ses frontières déjà vis-à-vis de l'extérieur, vis-à-vis de la Chine. Ça n'a pas été fait. On savait que dès janvier-février, il y avait des cas en Chine. Ils n'ont pas bougé. Donc forcément, ça aide à la propagation du virus. Même si notre président disait que le virus n'avait pas de passeport, le virus circule justement avec des personnes et les personnes qui ont un passeport transmettent le virus. Et donc ça, c'était complètement absurde. Et le pire, c'est après, au sein même de l'Union européenne, par idéologie, ils n'ont pas bloqué les frontières à l'intérieur de l'espace Schengen. Et c'était absurde alors que l'épicentre se déplaçait de la Chine vers justement l'Italie et l'Espagne. L'absurde existait en France encore plus parce qu'Emmanuel Macron, le grand champion de l'Union européenne, ça a été le dernier à fermer ses frontières et finalement ça a même été plus parce que les autres pays ont fermé leurs frontières que de facto les frontières de la France étaient fermées. Mais rappelons-nous quand même qu'à la fin février, il y a deux événements qui sont hallucinants quand on est dans une crise sanitaire comme ça. Il y avait le fameux match de foot Lyon-Juve où il y a 3000 Italiens qui sont venus, alors que c'est en plus la Juve, la Juve c'est Turin, donc c'est dans le nord de l'Italie, donc le cœur de cette crise-là. Et il y avait aussi encore pire, dont on a très peu parlé, à Perpignan, fin février, vous avez un meeting géant de Carles Puigdemont, l'indépendantiste, et il y avait 100 000 personnes. Les trois quarts venaient de l'autre côté de la frontière, donc en Espagne, autre épicentre de l'épidémie, donc une gestion catastrophique, maladroite. Et après, ça a été évoqué, c'est l'absence de solidarité européenne. Ça a été très clair. L'Italie appelait à l'aide. D'ailleurs, elle pouvait le faire dans un mécanisme de sauvegarde européen qui existe. Et dans un premier temps, zéro réponse. Et c'est même pire que zéro réponse, parce que vous rappelez-vous, il y a eu tout l'épisode des vols de masques. Et d'ailleurs, même la France a volé des masques qui devaient aller à destination de l'Italie. Sur les tarmacs en Chine. Exactement. C'est des masques qui devaient venir de la Suède aussi, qui devaient transiter par la France, et on a récupéré les masques, et ça a été le cas partout. Les Tchèques ont volé aussi des masques qui devaient aller à l'Italie. Il y avait une guerre totale sur les masques, donc c'était pas la solidarité, c'était sauf qui peut. Mais ce qu'on peut comprendre, c'est que c'est à peu près normal, parce qu'en temps de crise, et c'est ça la grande leçon en fait du coronavirus, c'est qu'en temps de crise, seul l'État-nation compte. Parce que quand vous êtes en période de crise, ce qui compte, vous allez d'abord vous occuper de la sécurité et de la santé de vos citoyens. Si vous n'avez pas assez de respirateurs et de masques, vous allez les garder pour vous. Charité bien ordonnée commence par soi-même, et cette stabilité, justement, on a vu qu'ils avaient complètement renoncé, notamment au moment des Corona Bonds et de la mutualisation des dettes. On a vu que les pays du Nord refusaient de payer pour ceux du Sud. Alors ça a été en deux temps. C'est après en deux temps, au début, ce qui s'est passé pour donner quand même quelques gages. Il y a eu évidemment, en images c'était catastrophique, il y avait la Russie, mais il y avait aussi Cuba, le Venezuela et même la Chine qui sont venus en aide de l'Italie, et à ce moment-là, l'Union européenne n'avait pas bougé. Et l'Union européenne, ils sont quand même réunis, ils se sont dit quand même qu'on fasse quelque chose, sinon ça va s'effondrer. Là, au grand jour, on voit l'inutilité de l'Union européenne et le fait que la solidarité européenne n'existe pas. Et là, il y a eu des petits mouvements. Dans un premier temps, c'était au niveau sanitaire, où vous aviez eu les pays frontaliers qui commençaient à accueillir des malades selon les disponibilités des lits. Mais d'ailleurs, ça ne se limitait pas au périmètre de l'Union européenne. Comme on le disait, ça peut se faire hors de l'Union européenne, parce que ça s'est fait aussi avec la Suisse, qui n'est pas dans l'Union européenne. Donc ça montre bien qu'en bonne intelligence, coopération internationale, ça existait avant l'Union européenne, ça existera après, et ça, de toute façon, ça peut se faire hors du cadre supranational de l'Union européenne. Il y a eu ça, et après, il y a eu les tentatives pour reprendre la main au niveau économique, mais c'est très lourd en fait, parce que tout ce qui passe au niveau de l'Union européenne est très lourd, parce qu'il faut des accords de tous les côtés. Donc on a vu par exemple au Royaume-Uni, ils ne sont pas très bien gérés d'un point de vue sanitaire, mais d'un point de vue économique, toutes les aides sont arrivées directement. Il y a eu même des prêts directs de la Banque centrale d'Angleterre
au gouvernement, justement, pour financer toutes les dépenses liées au Covid-19, alors qu'au niveau de l'Union européenne, dans un premier temps, la BCE a réagi avec les fameux emprunts de 750 milliards, ayant pour but principalement, ça ne va pas relancer l'économie réelle, mais ce qu'ils veulent faire, c'est faire baisser les taux d'intérêt des obligations d'État, notamment des pays du Sud, et c'est pour ça qu'ils font ces rachats massifs. D'ailleurs, quand on regarde en mars et en avril, 100% de la dette italienne qui avait été émise a été rachetée par la BCE. Oui, c'est pour éviter que les taux remontent, parce que si les taux remontent pour l'Italie, l'écart des taux avec l'AME est remonté, mais surtout même pour le financement de l'Italie. Il faut savoir qu'avec le Covid-19, la dette italienne doit peut-être passer 160% du PIB. Donc les investisseurs ont commencé à y penser à 2 fois avant d'acheter de la dette italienne. Ou alors à la faire payer, à la faire payer beaucoup plus cher. Mais dans ces cas-là, ils ne pourraient pas rembourser, ils deviendraient insolvables. Et on a vu malgré ça, et ça commence à devenir critique pour l'euro, parce que malgré ces achats massifs, 100% ont été rachetés, les taux italiens ont à peine baissé, ils sont encore aux alentours de 1,5, 1,6. Et il n'est pas excellent de dire qu'en fait, personne, les investisseurs privés, n'achètent pas la dette italienne. Ouais. Donc quand la Banque Centrale Européenne va devoir se retirer parce qu'en ses programmes d'achat, vous ne faites pas ce que vous voulez. Il y a des règles, et l'Allemagne a voulu qu'il y ait des règles, et une des règles, c'est que vous devez acheter au prorata de la part justement des banques centrales nationales au niveau de la BCE. Sauf que pour racheter toute la dette italienne, ils ont largement dépassé cette part. Et donc, ce qui va se passer, c'est que soit ils respectent les règles et donc ils vont devoir régaliser. Qui dit régaliser va dire devoir acheter moins de dette italienne. Et là, on va voir les taux qui vont remonter. Et d'un seul coup, les difficultés et la perspective d'une sortie de l'euro de l'Italie qui reviendrait. Ou alors, ils violent les règles. Et là, s'ils violent les règles, la fameuse cour de Karlsruhe dont on a parlé, déjà qu'elle n'était pas d'accord en soi pour un quantitative easing comme ça massif, là, c'est un argument en or pour faire tomber le truc. Or, si l'Allemagne, comme le souhaite la cour de Karlsruhe, se retire du programme d'achat de quantitative easing, ça veut dire que le quantitative easing est mort parce que dans les règles européennes, ça doit justement se faire au prorata. Et si l'Allemagne sort, ça veut dire qu'ils doivent complètement arrêter. Avant l'entretien, Charles-Henri Gallois, vous nous disiez justement qu'il y avait tout un tas de plans de relance un peu à droite à gauche. Est-ce que vous pouvez faire le point et nous exposer clairement comment ça s'organise? Parce que c'est très clair. Et dans tous les sens. C'est tous azimuts. C'est ce que je disais, c'est tellement en fait beaucoup plus long au niveau européen que les États nationaux, dont le Royaume-Uni et d'autres, ont déjà réagi au niveau des plans. Au niveau européen, on voit comme ça une multitude d'annonces. Oui, mais en fait, il n'y a encore rien qui est versé, rien qui est sur la table quasiment, à part, il y avait au début, il parlait de le premier plan annoncé, il parlait d'un plan au départ de 2000 milliards. Oui, ça a été largement réduit. Ça a été 750. Voilà, ça a été 750, et on est toujours en fait sur 750 parce qu'il y a 2 volets. Vous avez 750 milliards d'euros, mais c'est pas encore décidé parce que la Commission l'a proposé, le Parlement européen l'a validé, mais après, il faut que les chefs d'État et de gouvernement le valident. Et en l'occurrence, sur ces 750 milliards, vous avez 250 milliards qui sont des prêts garantis au niveau de l'Union européenne. Donc quand on dit l'Union européenne, ça ne veut rien dire, c'est garanti par les États en fin de compte, donc garanti entre autres par la France. 250 milliards de prêts qui vont aller principalement vers les pays du Sud. La France va garantir le truc, mais ne va pas en voir la couleur. Ce qui est déjà complètement hallucinant si on avait un chef de l'État qui raisonnait un petit peu pour les intérêts de la France, ce genre de choses ne passe pas. Et le volet qui est pire, c'est que vous avez 250 milliards de prêts, et vous avez 500 milliards dits de subventions. Subvention, ça ne veut rien dire. C'est pas, encore une fois, l'Union européenne ne crée pas de l'argent comme ça magique, c'est que finalement, ça va être basé sur le budget de l'Union européenne, donc c'est comme une augmentation de la taille du budget de l'Union européenne. Or, on connaît la répartition de ces 500 milliards, et c'est accablant pour la France. C'est pire que la contribution nette qu'on paye d'habitude, parce que chaque année, au budget de l'Union européenne, on donne déjà 8-9 milliards d'euros de plus par an que ce qu'on reçoit. Là, sur les 500 milliards, la France va donner 20%, environ 100 milliards d'euros, et on ne va recevoir que 39 milliards d'euros. Ça veut dire que ça nous fait une perte sèche de 61 milliards d'euros. C'est plus que les premiers postes budgétaires de l'État, c'est plus que l'enseignement scolaire, c'est plus que la défense. Le budget de l'éducation nationale, quoi, à peu oui. près. Alors oui, si on additionne tous les différents budgets, voilà, mais c'est même moins que le budget de l'enseignement scolaire. C'est énorme. C'est une perte sèche colossale. Et après, c'est comme d'habitude avec l'Union européenne, ce qu'on oublie de dire, c'est que non seulement vous perdez 61 milliards d'euros en pure perte, mais les 39 milliards d'euros que vous recevez, vous n'en avez même pas la libre utilisation. Mettons que vous êtes au supermarché
et vous vous dites, je vais me faire plaisir, je fais un petit pique-nique, je prends caviar, vodka, et on vous dit non, c'est pas ça, vous allez prendre salade, jus d'orange. Et donc vous n'avez pas la libre utilisation. Donc ça, c'est quand même hallucinant. Et c'est comme ça que ça marche au niveau de l'Union européenne. Vous pouvez dire, moi j'aimerais donner plus de fonds aux agriculteurs, j'aimerais donner plus de fonds aux régions. Non, c'est pas comme ça, c'est l'Union européenne qui va décider à chaque fois de l'emploi du budget. Donc ça, c'est une chose. Et il y a un autre élément en plus, par rapport à la contribution habituelle, c'est que d'habitude, vous avez ce qu'on appelle, vous savez, les grandes orientations de politique économique, qui donnent déjà au gouvernement le là sur le budget qu'il va y avoir. Mais là, ils sont allés encore plus loin là-dedans. Ils expliquent qu'en contrepartie de ces 500 milliards de subventions, quand vous en recevez, vous devez vous engager fermement à faire les réformes structurelles. Réforme structurelle, c'est la novlangue bruxelloise, mais ça veut dire... On a compris. Réforme des retraites, de l'âge de la retraite, réduction des allocations chômage, voilà, etc., tout ce qui est déjà dit dans les GOP, mais là vous avez l'obligation, déjà que les GOP, vous pouvez avoir une amende de 0,2% du PIB, c'est déjà une quasi-obligation, mais en fait ce qui change c'est quoi ? C'est qu'avant dans les GOP, vous aviez un peu l'élève qui amenait sa copie au maître, et le maître lui disait ça c'est bien, c'est pas bien, il faut changer. Maintenant, vous avez le maître qui vous donne directement la copie. Donc en fait, on vous demande, parce qu'en plus la France paye, la France achète les menottes qu'on lui met. C'est ça. Donc c'est ça en fait. Sur cette belle métaphore, nous allons continuer sur une France qui a les mains liées. Exactement. En deuxième partie. Alors, chers amis de TV Liberté, en compagnie de Charles-Henri Gallois, qui est un ancien élève de l'école de Lyon, de l'école EM Lyon, comme on dit aujourd'hui, une des grandes écoles de commerce françaises. Et vous nous avez brillamment expliqué comment fonctionnait le mécanisme du quantitative easing, sa répartition, et nous étions arrivés à l'idée que la France avait les mains liées. Mais on nous annonce, Madame Lagarde, nous annonce 600 milliards supplémentaires. Alors là, on va nous attacher les pieds, là. Alors, plus que les pieds, en fait, je pense que ça illustre ce que je disais tout à l'heure, c'est que en fait, même les 750 milliards ne suffiront pas pour faire baisser vraiment les taux d'intérêt italiens. Et donc là, ils se disent, ils vont devoir rééquilibrer pour respecter les règles. Comme ça suffira pas, ils se disent, on va en remettre encore dans la machine. Mais ça ne marche pas d'un point de vue économique. Le quantitative easing, on le sait. Parce que qu'est-ce que ça va faire ? Quand vous avez une situation qui est inédite, comme c'est le cas dans cette crise du Covid-19, vous avez l'offre qui a été à l'arrêt pendant des mois, vous avez la demande qui nécessairement va baisser, parce que même si vous avez un chômage partiel, c'est 84% du salaire net, c'est pas 100%, et vous avez en plus tout un tas d'indépendants qui même eux aussi, ils n'ont pas de chômage partiel, ils se retrouvent, on leur fait des prêts garantis, mais les prêts, il faut bien les rembourser, vous avez tout un tas de petites boîtes qui vont faire faillite. Et donc vous allez avoir une économie qui va être en dépression, et les banques vont pas prêter à une entreprise dont elles savent qu'elle va faire faillite. Donc en fait, cet argent-là, il va aller où ? Ils vont racheter, parce qu'ils rachètent ces obligations d'État aux banques commerciales, et les banques commerciales, elles ne vont pas prêter à l'économie réelle parce que les perspectives ne sont pas bonnes, et elles vont encore injecter sur les marchés financiers, et ça va encore créer une bulle financière qui va être de plus en plus grande et complètement déconnectée de l'économie réelle, et c'est tout ce que ça va créer. Donc on sait que c'est inefficace sur le plan économique, mais ils sont dans une espèce de fuite en avant pour essayer de sauver coûte que coûte l'euro, parce que de faire ça, c'est pour sauver l'euro et que l'Italie ne sorte pas de l'euro, mais c'est très mauvais sur le plan économique et on le paiera, et on paiera la facture un jour ou l'autre. Il n'y a jamais d'argent gratuit, tout se paie. Voilà. Pourquoi vous dites, Charles-Henri Gallois, que la France a les inconvénients de l'Italie et de l'Allemagne en ce qui concerne l'euro ? Alors, c'est ce que j'ai expliqué dans une vidéo que j'avais faite sur ma chaîne YouTube sur le fameux plan de relance, en fait, parce qu'on peut comprendre, la France, comme j'ai dit, donne 61 milliards de plus. Trump aurait dit que c'était le pire deal de l'histoire. Mais c'est vraiment le cas pour la France, que l'Allemagne, elle va donner aussi plus, mais on peut le comprendre, parce que l'Allemagne bénéficie au niveau économique de l'euro. Donc l'Allemagne veut donner un petit peu pour maintenir le système. Oui. Alors que la France va donner aussi massivement, mais la France, contrairement à l'Allemagne, a la même chose que l'Italie, c'est-à-dire que l'euro lui nuit. Mais l'Italie est pénalisé par un coût de l'euro qui est trop fort. élevé. Et l'Italie, au niveau de la négociation, s'en est pas mal sorti, parce qu'ils vont avoir une récession qui va être l'équivalent de la France, sauf qu'eux, ils vont pas toucher 39, ils vont toucher 80 milliards. Donc eux, pour le coup, normalement, c'est un contributeur net à l'Union européenne, mais dans le cadre de ce plan de relance, eux, ils vont en bénéficier. Donc ils ont fait plutôt une bonne négociation. On leur dit, vous restez dans l'euro, qui vous nuit, mais vous allez au moins récupérer des fonds. La France a tous les inconvénients. La France va payer,
mais elle va être complètement laminée au niveau de l'économie par l'euro. Donc on a vraiment les inconvénients de l'Allemagne, le fait d'être les payeurs, et les inconvénients de l'Italie, le fait d'être un pays qui a une monnaie trop chère pour son économie. Mais ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que ça n'a jamais été dit, ça. À savoir que M. Macron nous a fait cocu. Il a trahi les intérêts nationaux de la France, oui. Comme je disais, c'est le pire deal de l'histoire, c'est ça. Oui. Mais ce qui est le plus dingue, effectivement, dans les médias, moi j'en ai parlé sur ma chaîne, mais dans les médias, on n'entend pas du tout parler, on vous dit juste, c'est la grande messe européenne, c'est formidable, on a eu un accord, regardez, on va récupérer des fonds, mais personne ne vous dit que les 39 milliards qu'on va payer, c'est nous qui les payons et qu'on va payer 61 milliards en plus. On ne vous dit pas non plus les contreparties qu'il y a, que vous n'avez pas la libre utilisation. Donc on célèbre ça en cœur. C'était le ministre de l'économie qui avait été négocié, c'est Bruno Le Maire, c'est pas Macron. Mais... Oui, enfin, ce genre de somme, j'ose espérer que le président de la République valide derrière. Et si vous voulez me faire dire que Bruno Le Maire n'est pas un grand ministre de l'économie, je ne vais pas vous contredire. Quand terme choisi, ces choses-là sont dites. Mais, alors... On l'a compris, donc ça continue, mais pendant ce temps-là, la France signe des accords. Vous vouliez poser la question, je pense. Oui, Charles-Henri Gallois, ce qu'on disait sur ce que la Commission a fait ou ne pas fait pendant le confinement, là c'est plutôt ce qu'elle a fait. Elle a déclaré avoir conclu un accord avec le Mexique. Alors, dans quelles conditions cet accord a été négocié ? Comme d'habitude, ce qu'il faut que les Français comprennent, c'est que l'Union européenne, dans les traités, c'est pas, les États ne font pas ce qu'ils veulent, il y a des compétences exclusives de l'Union européenne. Or, le commerce extérieur est une compétence exclusive de l'Union européenne. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vous avez un commissaire européen qui va négocier tous les accords pour les 27 pays, et les États n'ont pas leur mot à dire dans toute la négociation. Les États voient l'accord final arriver et après doivent valider ou non. Vous avez le système en plus de pression des pairs et autres pour qu'ils valident, mais ça marche comme ça. Donc il y a eu même 2 accords de libre-échange qui ont avancé grandement pendant cette crise du Covid-19. Vous avez un accord avec le Vietnam aussi, qui a été ratifié d'ores et déjà par le Parlement européen, il doit être ratifié maintenant par les parlements nationaux, et vous avez eu l'accord avec le Mexique qui lui a été signé par la Commission européenne. Et donc c'est absolument complètement dingue. On parlait tout à l'heure de ça, c'est que l'Union européenne fait ça pendant la crise du Covid-19. On parlait de la Pologne, etc., mais au plus fort de la crise en Italie, la Cour de justice de l'Union européenne n'a rien trouvé de mieux à faire que de mettre une amende à l'Italie pour subvention de l'hôtellerie en Sardaigne. Oui. Donc on marche complètement sur la tête, c'est-à-dire qu'on demande de l'aide, on vous colle une amende pour non-respect des règles de concurrence. Donc c'est dingue. C'est emblématique. Et l'accès, c'est la même chose que quand on parle des accords de libre-échange, la demande d'adhésion du Kosovo, de l'Albanie et de la Macédoine du Nord. Déjà, il faut savoir que c'est des pays dans lesquels la criminalité est énorme. Donc, c'est-à-dire que vous ouvrez, en gros, toute l'Union européenne actuelle à la criminalité. Et en plus de ça, vous mettez en concurrence les travailleurs français parce que dans ces pays-là, le salaire minimum est entre 100 et 200 euros selon les 3 pays qui ont été évoqués. Donc, c'est-à-dire que vous mettez les salariés français en concurrence avec ces gens-là. Et pour ce qui est du Mexique, finalement, c'est pas surprenant parce que ça va de pair avec le CETA, l'accord de libre-échange avec le Canada, qui a été validé, parce qu'il faut savoir que le Mexique, le Canada et les États-Unis ont déjà un accord de libre-échange entre eux, qui est l'ALENA. Oui. Et finalement, quand vous ouvrez déjà sur le Canada, toutes les grandes entreprises américaines ont des filiales au Canada. Ils peuvent envoyer leurs produits là-bas sans droit de douane et après envoyer depuis le Canada en Europe. Donc vous ouvrez globalement à toute l'Amérique du Nord et ça pose tous les problèmes de normes, ça pose les problèmes démocratiques même, parce que je ne sais pas si vous avez vu cette interview, c'était une commission parlementaire hallucinante de Jean-Baptiste Lemoyne, il y a une parlementaire qui lui pose une question et qui lui dit, vous savez, qui est le secrétaire d'État aux affaires européennes, et il lui pose la... Enfin, j'ai pas révisé. On cherche un piège. Non, mais pas du tout. Non, mais c'était pour nos téléspectateurs. C'est vous dire l'importance du monsieur. Oui. Et ce monsieur-là, il a une question, il dit, effectivement, les parlementaires français ont ratifié l'accord avec le Canada, parce que vous savez que cet accord de libre-échange a été mis en œuvre pour 90% de l'accord, tout l'accord commercial, et il y avait juste la partie tribunaux d'arbitrage privé qui devait être validée par le Parlement national, parce qu'il considère que tout le reste est une compétence exclusive et que ça ne doit pas passer par les parlements nationaux. Déjà, démocratiquement, ça pose question, mais il lui a dit, si on n'avait pas ratifié, est-ce que l'accord provisoire serait resté en vigueur ? Et il a répondu que oui. Donc ça montre très bien que maintenant, d'ores et déjà, c'est intégré. Par exemple, cet accord sur le Mexique, à partir du moment où la Commission et demain le Parlement européen va le ratifier, tout ce qui est hors tribunal d'arbitrage privé, tout ce qui est abaissement des normes, des droits de douane, barrières tarifaires, non tarifaires,
on ne demande plus l'avis des États nationaux, on le met d'ores et déjà en vigueur, donc c'est un viol démocratique absolument majeur. Cependant, à propos du Mexique, vous avez parlé de l'ALENA tout à l'heure, l'accord de libre-échange nord-américain. Vous savez qu'il a été sérieusement amendé par la volonté de Trump. Et donc, dans une certaine mesure, une partie de l'activité mexicaine ne peut plus déboucher sur les États-Unis. Et je me demande si cet accord avec l'Europe n'est pas une façon de compenser les mesures protectionniste, entre guillemets, qu'a prise M. Trump. Qu'en pensez-vous? Alors ça, c'est possible pour la partie export du Mexique, mais il faut aussi savoir que même Trump ne va pas être mécontent, parce que si lui a pris des mesures de rétorsion, c'est à sens unique, et les entreprises, pareil, américaines, comme c'est le cas au Canada, qui ont des filiales, elles vont pouvoir exporter en envoyant des États-Unis au Canada sans droit de douane, et après envoyer tout ça dans l'Union européenne. Donc c'est comme ça que ça va se passer. Après, il y a peut-être effectivement un côté géopolitique, mais je pense surtout que c'est l'idéologie de l'Union européenne, parce que quand vous avez de toute façon les articles des traités qui vous disent que quoi qu'il arrive, il faut promouvoir les échanges non seulement entre les États membres, mais entre les États membres et les pays tiers, ça veut dire que c'est une idéologie globale, libre-échangiste, où il faut ouvrir au maximum les accords de libre-échange avec le monde entier. Et donc si demain, il y a la Papouasie-Nouvelle-Guinée qui demande un accord de libre-échange, l'Union européenne va dire « excellent, on y va ». Alors, c'est de l'idéologie, nous sommes bien d'accord, mais ce que vous avez souligné, et sur lequel je crois qu'il est très très important de revenir, c'est que c'est une atteinte à 2 siècles de culture démocratique européenne. L'Union européenne s'inscrit à rebours de toute la tradition politique européenne. C'est ce qu'ont compris nos amis britanniques, qui eux, sont sortis. De toute façon, moi, je considère de toute façon, parce qu'il y en a qui parlent, déjà, il faut bien distinguer, je pense, Union européenne et Europe, parce que l'Europe, ça ne veut rien dire, c'est un continent, il existait avant, ou une civilisation existait avant, existera après. Et il faut bien distinguer le côté supranational de coopération internationale, parce que comme je l'ai dit, une France qui se libérerait de l'Union européenne et de l'euro, ça ne veut pas dire qu'on arrêtera de coopérer avec nos voisins. D'ailleurs, le Royaume-Uni va continuer de coopérer avec ses voisins, mais sauf que la France pourra le faire en négociant avec tel ou tel pays et sur tel ou tel secteur à chaque fois en fonction de ses intérêts. Ça peut être sur tel secteur avec le Royaume-Uni, ça peut être sur tel secteur avec l'Espagne ou l'Italie, et sur tel autre d'ailleurs avec des pays de la francophonie. Ça ne se limite pas à l'Union européenne, donc on peut faire des accords. C'est juste qu'avant, les ministres négocient en permanence avec les pays tiers. Mais l'Union européenne en soi, de toute façon, je la considère en tant que telle comme antidémocratique. Pourquoi? C'est très simple. Si vous revenez à la définition de la démocratie, c'est démos le peuple, kratos le pouvoir. Ça considère qu'il faudrait qu'il y ait un peuple européen. Or, vous pouvez le rêver, vous pouvez le fantasmer. Il n'y a pas de peuple européen, il y a un peuple britannique, il y a un peuple français, il y a un peuple espagnol, il n'y a pas de peuple européen. Donc si vous avez bien intégré ça, ça veut dire que tout transfert de souveraineté à l'échelon de l'Union européenne est un recul de la démocratie. Et comme là, on est dans une fuite en avant, on a l'impression que c'est vraiment l'ultime tentative avant l'effondrement, cette espèce de fuite en avant. Alors vous avez dit tout à l'heure qu'il n'y avait pas de mutualisation de dette, mais cette histoire de 250 milliards d'euros, ça peut s'apparenter déjà de la mutualisation de dette. Donc il y a une espèce de fuite en avant de Merkel qui fait des petites concessions, parce que les 750 milliards d'euros à l'échelle de l'économie de l'Union européenne, c'est pas non plus énorme, mais c'est histoire de dire, regardez, on agit, il faut maintenir. Et là, on a l'impression d'une espèce de fuite en avant fédéraliste, pour justement pouvoir maintenir cet édifice qui est complètement au bord de l'essoufflement. À propos de Merkel, pardon Pierre. Pardon Olivier. À propos de Merkel, Philippe Béchade, sur ce même plateau, avait dit, mais Madame Merkel a corrigé très vite l'affaire des 500 milliards. Elle a dit, bon, je suis d'accord, mais nous sommes un pays démocratique, cela dépendra du vote des assemblées. Ce qui est quand même une restriction considérable. Mais ce qui veut dire, encore le temps de réaction de l'Union européenne, c'est pas possible, on peut pas gérer une crise comme ça. Je veux dire, l'urgence économique, elle est maintenant. Les premières annonces de plan de relance, ça a été en mars. Là, on sort de la crise du Covid-19 et il y a encore rien de fait, en fait, parce qu'il faut justement, c'est tellement long comme machine que c'est pour les paillettes, en fait, qu'on vend ces plans de relance, mais rien n'est encore mis en œuvre. C'est absolument dingue. Et en plus de ça, il y a non seulement l'Allemagne, mais il y a surtout, et je l'espère, parce que pour la France, comme c'est un mauvais accord, j'espère que les pays dits frugaux, les 4 frugaux, Pays-Bas, Danemark,
Suède. J'espère que ces pays-là... Oui, la Suède. Danemark, Suède, et Autriche. J'espère que ces 4 pays-là vont justement refuser cet accord. Ça serait, alors peut-être pas pour les bonnes raisons, mais en tout cas, ça serait formidable pour la France que ces pays-là refusent cet accord, parce que cet accord est catastrophique pour notre pays. Et peut-être rapidement pour terminer, dernière question, Charles-Henri Gallois, cette deuxième partie, pour revenir sur le CETA. On avait l'impression, pendant les négociations, il y avait ce fantasme un petit peu, les Français, de voir du bœuf aux hormones débarquer sur leur territoire. Il y a bien quand même des contrôles qui sont faits sur la marchandise qui arrive dans l'Union européenne. Est-ce qu'on va vraiment se retrouver avec du bœuf aux hormones dans les assiettes françaises? Alors, dans les textes, c'est exclu. Mais il y a eu une étude, notamment d'une journaliste de RTL, qui montrait qu'un an après la mise en vigueur, vous aviez du saumon transgénique qui arrivait, c'est celui d'accord, mais il y en avait, et vous aviez des produits, notamment céréaliers, où vous aviez des OGM qui sont interdits normalement en Union européenne, en tout cas en France. Donc, il y a ce qu'il y a sur les règles, mais si vous ne mettez pas les moyens de faire les contrôles, vous savez très bien qu'il y a des produits qui peuvent rentrer. Et puis on est bien placé pour le savoir au sein même de l'Union européenne, du marché unique, parce que rappelez-vous de l'affaire de la viande de cheval qui était, je crois, en Roumanie. Enfin, vous avez toujours des scandales comme ça sanitaires, parce que il y a la règle et puis il y a la réalité. Et la réalité, c'est que si vous n'avez pas les moyens de faire ces contrôles sanitaires, et qu'en plus l'Union européenne vous demande toujours de couper les budgets publics, vous avez moins de moyens publics pour faire les contrôles. Oui, et donc il y a le texte et la réalité. Et la réalité, ce qu'on voit, c'est que ça peut rentrer et ça rentrera parce que c'est quelque chose qui est monnaie courante dans ces pays-là. Donc il n'est pas du tout exclu, que ce soit par erreur ou que ce soit volontaire, ce type de produit qui rentre sur nos marchés nationaux. Alors je vais vous poser une question vicieuse, mais est-ce que les cartels de la drogue mexicains voient dans le CETA une opportunité de débouché européen? Oui, l'accord avec le Mexique. Alors ça, honnêtement, pas le CETA, oui, l'accord avec le Mexique. L'accord avec le Mexique, pardon. C'est toujours possible. Enfin, ça peut participer d'opérations évidemment de blanchiment. Il suffit que vous montiez une boîte un peu fictive avec quelques produits et vous faites rentrer de l'argent de la drogue pour exporter des produits réels. Je pense pas quand même qu'il fasse circuler de la drogue directement, mais ça peut servir en tout cas en local pour faire des opérations de blanchiment, comme toute nouvelle expansion économique peut servir justement à ce type d'opération. Eh bien, nous allons poursuivre ces investigations très enrichissantes en termes d'information et de compréhension. Merci à vous, Charles-Henri Gallois, dans une troisième partie. Une troisième partie pour évoquer avec notre invité Charles-Henri Gallois la désindustrialisation de la France et les rêves de notre pays éventuellement de relocaliser sa production. Je vous entendais l'autre jour, Charles-Henri Gallois, dans une vidéo avec Damien Lempereur, évoquer les ambitions de la France. C'est quoi aujourd'hui les ambitions de la France entre la Chine et les États-Unis ? De toute façon, pour la France, entre ces deux géants, ça n'empêche pas qu'il y ait un jeu à jouer pour la France. Et on le voit tous les jours. Le gros problème, c'est que dans ce cadre-là de l'Union européenne et de l'euro, relocaliser relève d'un vieux pieux. On a bien vu, quand c'était au terme de communication politique, au plus fort de la crise, vous aviez Bruno Le Maire, Emmanuel Macron qui vous expliquaient qu'il allait falloir relocaliser. Bon, c'est bien gentil. J'étais hostile à cette voilà, mais en plus, c'est de la poudre aux yeux. On sait très bien qu'ils vont vouloir revenir exactement, et je l'avais déjà dit au début de la crise, et c'est ce qui va se passer, ils vont vouloir revenir exactement comme avant. Et de toute façon, on sait très bien qu'avec un euro qui est trop fort pour notre économie, et avec des règles de l'Union européenne de libre-échange total et de libre circulation des mouvements de capitaux qui permettent les délocalisations, donc ça veut dire, grosso modo, que vous mettez les travailleurs français qui sont payés au SMIC à 1 500 € en concurrence avec des gens qui gagnent 50, 100 €. Donc dans ce cadre-là, vous allez voir, quoi qu'il arrive, une désindustrialisation. La relocalisation, elle peut se faire, et ça sera sur le long terme. Elle peut se faire déjà le préalable, parce que c'est pas une fin en soi, mais c'est une condition nécessaire. Il faut faire le Frexit pour pouvoir mettre en place des règles qui permettent de se protéger, mettre en place un protectionnisme intelligent, avoir une monnaie adaptée à son économie. Mais après, la reconquête de la souveraineté, que ce soit d'un point de vue industriel, souveraineté même maintenant militaire, où on perd du terrain, souveraineté numérique, tout ça, ça se mettra en place après le Frexit. Ça peut prendre 10-15 ans. Pourquoi ? Parce qu'il va falloir le faire. C'est des grands chantiers, filière par filière. Et quand on parle de protectionnisme intelligent, ça veut dire qu'évidemment, il ne faut pas faire n'importe quoi. On ne va pas augmenter massivement les barrières douanières vis-à-vis de tous les produits, notamment des produits dont on ne produit plus du tout. Donc ce qu'il faut le faire, il faut avoir une ambition de reconquête de la souveraineté et de la réindustrialisation, filière par filière, les filières qu'on considère plus
plus prioritaires, celles où on veut directement investir. L'État doit mettre les moyens, mais doit se faire d'ailleurs en partenariat aussi s'il y a des entrepreneurs privés qui veulent le faire, mais l'État doit donner ses priorités. Après, si les entrepreneurs privés qui veulent le faire, l'État doit les aider. S'il n'y en a pas, l'État doit prendre en main soi-même justement la reconquête de ces filières. Et c'est à ce moment-là, on mettra les barrières douanières sur ces secteurs où on veut reconquérir notre souveraineté. Il faudra faire ça petit à petit et secteur par secteur. Et on voit que c'est essentiel. Et je veux dire, cette crise du Covid-19, on voit qu'il y a 8 principes actifs sur 10 au niveau des médicaments qui sont faits en Chine. Ça, c'est pas possible, parce que quand vous avez une crise, la Chine, c'est comme tous les autres pays, elle va se servir elle-même avant, justement, de servir les autres pays. Et au niveau militaire, c'est catastrophique. On peut revenir très brièvement sur la vente d'Alstom de Macron, que je considère comme criminelle. Pourquoi ? Parce que Alstom, c'est Alstom Énergie qui font, entre autres, les turbines nucléaires. La turbine Arabelle. Civiles et nos sous-marins nucléaires. Ouais. Mais qu'est-ce qui peut se passer quand on est plus souverain, pour que vos téléspectateurs aient une idée concrète de la chose ? C'est-à-dire que demain, mettons que, il recule déjà tout le temps là-dessus, mais mettons que Bruno Le Maire prenne son courage à deux mains et mette en place une taxe sur les GAFAM. Et Donald Trump, il peut lui dire, écoutez, si vous faites ça, nous on arrête la maintenance et la livraison des turbines. Et des sous-marins. Je veux dire que c'est pas un fantasme, parce que c'est exactement ce qui s'est passé dans les porte-avions français, le Charles de Gaulle. Les catapultes de nos avions sont fabrication américaine. Lors de l'opposition à la guerre en Irak en 2003, de 2003 à 2005, les Américains ont dit on arrête de vous livrer. Et donc quand vous n'êtes plus souverain, ça veut dire que vous n'êtes plus libre. La souveraineté, c'est rien d'autre que la liberté et décider de ses choix, et c'est pour ça que la France doit devenir à nouveau souveraine. J'en parlais l'autre jour, Charles-Henri Gallois, avec ce professeur à l'ESCP, Jean-Marc Daniel. Je l'alertais un petit peu sur la désindustrialisation de la France. Et il me disait, mais en fait, au fond, c'est pas très grave. Au 19e siècle, on était une grande puissance agricole. Aujourd'hui, ça concerne plus que 2 ou 3% des travailleurs français. Et pour autant, on mange toujours à notre faim. Donc, qu'est-ce que vous pourriez répondre à cet argument ? Mais c'est une vision, encore une fois, très court-termiste. Parce que, comme j'ai dit, si vous n'êtes pas souverain sur ces domaines-là, vous n'êtes pas libre. Et si vous dépendez d'autres pays, ces autres pays peuvent vous dicter votre règle, ou même, sans vouloir dicter leurs règles, encore une fois, en période de crise, ces pays-là, s'il y a une crise, même imaginez la Grande-Bretagne, par exemple, qui n'a plus beaucoup d'agriculture, c'est quasiment un euphémisme de le dire, ils pouvaient se retrouver pendant le Covid, et je crois que ça a existé sur certains produits avec des pénuries, parce qu'évidemment que la France et les autres pays vont garder en priorité leur alimentation. Il y avait peu de circulation de marchandises, et donc ça veut dire concrètement que vous n'êtes plus souverain, ou même, on peut évidemment que c'est pas souhaitable, qu'il y ait une guerre, mais si vous êtes en période de guerre, on peut vous couper les livres de tous les côtés. Être souverain, c'est pas seulement la pure réflexion économique, et quoique je le dis et j'explique dans mon livre que l'Union européenne et l'euro nous coûte, comme dirait notre président de la République, un pognon de dingue, mais c'est même surtout une idéologie en fait. C'est un mot de Macron, ça coûte un pognon de dingue. C'est une idéologie, c'est le fait justement d'être libre et souverain et de ne pas dépendre des autres. Ça ne veut pas dire qu'on va tout produire en France, mais il faut avoir sur tous les secteurs stratégiques à minima, et même sur les autres, une production minimale pour ne pas dépendre des autres. Et puis cette vision-là, un peu côté mondialisation heureuse, ça a quand même des vieux relents un petit peu racialistes, c'est de dire regardez, on va faire produire par les Chinois nos chaussettes, nos machins, puis nous on va garder les filières de haute technologie. Sauf que ces gens-là, ils n'ont pas compris, c'est peut-être ce qu'a d'ailleurs compris Donald Trump, que les Chinois ils sont pas plus bêtes que les autres et que tous les produits de haute technologie, ils vont aussi les produire. Et après, ils vont les produire beaucoup moins cher. D'ailleurs, même l'Allemagne sur les machines-outils, sur la coutellerie, commence à être concurrencée par la Thaïlande, par la Chine, la Corée du Sud. Et la Corée du Sud. Donc cette vision-là, limite racialiste et naïve en fait, ne marche pas. Et Trump, lui, c'est ce qu'il a compris. Qu'est-ce qu'il a essayé de faire Trump ? Alors il y a plein de défauts par ailleurs, on va pas revenir sur toute la personnalité, mais Trump, il a compris justement que dans ce jeu de la mondialisation, les États-Unis vont perdre. Et il est peut-être même arrivé trop tard, et lui, son idée, c'était de dire on va perdre justement dans ce jeu-là face à la Chine, parce qu'il sait très bien que les Chinois ne sont pas plus bêtes que les autres, et qu'ils vont produire justement tous ces produits de technologie à haute valeur ajoutée, et qu'ils n'auront plus besoin après des autres pays. Et donc lui, il a essayé justement de lancer du protectionnisme pour protéger les emplois américains et les technologies américaines. Et l'Union européenne fait exactement tout l'inverse. Plutôt que de protéger les marchés, c'est une ouverture permanente au marché. Donc peut-être que les salariés chinois, au fur et à mesure, demanderont peut-être plus de protection sociale, et peut-être que les coûts chinois remonteront. Mais bon, il y a le PC qui gère. Ça marche rarement comme ça. Et en économie de libre-échange, de toute façon,
vous savez très bien comment ça marche. En économie de libre-échange, c'est à chaque fois c'est essentiellement les salaires qui sont mis en concurrence. Donc, c'est les salaires qui sont comprimés vers le bas. Donc, vous pouvez avoir une petite remontée des salaires chinois, mais vous n'atteindrez jamais les niveaux des salaires français, tout simplement parce que sinon, ils arrêteraient de produire en Chine. Sauf qu'on fait pression sur les salaires français et européens pour les faire baisser. Exactement. C'est comme je dis, c'est un alignement vers le bas. Ben voilà. Un alignement vers le bas. Mais c'est logique. Quand vous mettez, comme j'ai dit, en concurrence, ou même si on fait rentrer demain le Kosovo, l'Albanie et la Macédoine, quand ils sont payés entre 100 et 200 euros par mois et que vous payez à 1500 euros, il y a un tel différentiel de coût que toutes les activités où vous avez besoin de beaucoup de main-d'œuvre, vous allez les produire dans ces pays-là parce que ça ne va rien vous coûter, plutôt que de produire en France où c'est 1500, au Luxembourg où c'est à 2000, même si c'est essentiellement des activités financières au Luxembourg. Mais voilà, tous les pays industriels vont se faire laminer dans ce contexte de libre-échange. Et d'ailleurs, c'est une aberration historique, parce que si vous regardez dans l'histoire, les nations qui ont dominé au niveau économique l'ont fait justement par du protectionnisme. Le Royaume-Uni, 17e siècle, les Navigation Acts, on pouvait naviguer les marchandises que sur les bateaux britanniques. C'est devenu le Royaume-Uni la première puissance mondiale. Quand ils ont été au sommet, ils se sont convertis au libre-échangisme pour essayer d'envahir les autres pays au niveau commercial. Sauf qu'ils se sont fait rattraper par les États-Unis et l'Allemagne, qui étaient eux-mêmes protectionnistes. Allemagne avec les théories de Friedrich List, le Zollverein, et les États-Unis, vous saviez qu'il y avait la guerre de sécession, on parlait récemment de Autant emporte le vent, il y avait la guerre de sécession justement entre le Nord, qui était industriel et protectionniste, et le Sud qui était agricole et libre-échangiste. Le Nord a gagné et les États-Unis ont mené une politique protectionniste, ce qui les a amenés justement au sommet de l'économie mondiale. Et là, on voit un petit peu l'inverse. Vous aviez, au sortir de la guerre, les pays asiatiques, le Japon, Corée, et là maintenant la Chine, qui, contrairement à ce qu'on dit, se protège bien plus que ne le font les États-Unis et l'Europe, par une politique protectionniste qui va devenir la première puissance mondiale au niveau économique. Donc en fait, la réalité montre tout l'inverse des théories économiques défendues par Jean-Marc Daniel et les autres. C'est la réalité qui leur donne tort. Et sur le plan agricole aussi, nous étions exportateurs, nous étions le 3e exportateur mondial en 2000. Nous sommes passés 20 ans après en 6e rang. Alors on me dira, ben oui, mais on exporte. Pourquoi pas garder les denrées pour nous? Sauf que lorsque nous exportons, que je sache, nous engrangeons des devises qui nous permettent aussi éventuellement d'acheter des produits qui nous font défaut. Donc, à beaucoup d'égards, je crois qu'il faut défendre l'agriculture française aussi. Évidemment. Et c'est surtout... l'agriculture française doit être autosuffisante, mais la France a toujours été historiquement le grenier de l'Europe, en gros avec l'Ukraine, parce que c'était les terres les plus abondantes et les meilleures terres. L'impérialisme du blé. Voilà. Et ça, on voit que c'est une catastrophe, parce que, entre autres, on en revient au coût, et avec l'euro et même avec le SMIC en France qui est supérieur. Il faut savoir qu'il y a un SMIC en Allemagne, mais c'est exempté des jeunes qui rentrent sur le marché de l'emploi, certains secteurs au niveau de l'agriculture et autres. Et la France s'est même fait rattraper et dépasser par l'Allemagne dans certaines productions agricoles. Ce qui est complètement dingue historiquement, mais ça c'est clairement le jeu justement du marché unique et de l'euro qui fait que la France là-dedans est à chaque fois le dindon de la farce, et ça se retrouve aussi au niveau agricole. Et de toute façon, quand vous faites les accords de libre-échange avec le Mercosur, avec le CETA, il ne faut pas être un devin pour savoir que c'est toute notre agriculture au niveau de l'élevage qui va être laminée, parce que le coût de revient en Amérique du Sud, il est 4 fois inférieur à la France, et au Canada, c'est 2 fois inférieur à la France. Donc en faisant ça, ils savent très bien qu'ils vont mettre nos éleveurs à la benne, et c'est d'autant plus absurde et ignoble en fait qu'on le fait. Pourquoi? Oui, certes, on va exporter un petit peu dans le luxe, mais ça, on n'a pas besoin d'accord de libre-échange pour exporter dans le luxe. Les produits français sont demandés, mais c'est surtout fait... Oui, la demande se moque des droits de douane. Des droits de douane. Et c'est surtout fait en fait pour exporter des voitures allemandes. Donc en fait, on sacrifie notre agriculture et notre élevage pour exporter des voitures allemandes. Donc encore une fois, la France, là-dedans, ce sont des accords qui sont mauvais. Et évidemment, il y a le problème de l'Union européenne, mais j'en veux aussi beaucoup à nos dirigeants nationaux qui, en plus de ça, au sein même de l'Union européenne, défendent très mal nos intérêts nationaux et jouent contre les intérêts de la France par une espèce d'idéologie européiste qui est complètement dingue et qui mène la France à sa ruine. Pour terminer, Olivier, on arrive, je crois, à la fin de notre entretien. Le gouvernement annonce une récession autour de 11%. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques éléments de prévision économique pour la rentrée, l'automne? Alors, au début, ils annonçaient de la crise du Covid, ils annonçaient 6%. Moi, j'annonçais directement 15%. On aura peut-être autour de 13-14%, mais je pense que j'étais beaucoup plus proche de la bonne prévision que le gouvernement.
Et après, malheureusement, ça va être très très dur parce que je l'ai évoqué rapidement tout à l'heure, mais vous avez une dépression mécanique dans le cadre de cette crise, à la fois de l'offre et de la demande, parce que l'offre ne va pas retourner au niveau d'avant la crise. C'est faux de dire ça. Comme j'ai dit, il y a plein de boîtes qui ont fait faillite parce que vous n'aviez plus d'activité. C'est pas parce que vous aviez le chômage partiel ou des prêts garantis que vous devez, quoi qu'il arrive, rembourser, qu'il n'y a pas plein de boîtes qui vont être au tapis. D'ailleurs, on voit des plans de suppression d'emplois. Nokia en France, on l'a vu, donc anciennement Alcatel, on a vu Air France, Renault, etc. Donc des plans de licenciement, il va y en avoir, et pas que des petites entreprises. Et en face de ça, vous avez la demande qui va forcément baisser, parce que vous allez avoir des chômeurs en plus, donc qui ne vont pas avoir le même pouvoir d'achat quand ils avaient un travail, et même les gens qui vont garder leur travail, ils ont été payés pendant 2 mois et demi, 3 mois, à 84% du salaire net. Donc ils n'auront pas le même pouvoir d'achat avant. Donc ce mix-là fait qu'en plus de l'effet conjoncturel de la crise, on va vers une crise économique très dure, contrairement à ce qui a été dit. On ne va pas du tout revenir à un niveau pré-crise directement. Et peut-être d'ailleurs que ce sera cette crise économique qui amènera, on le verra, une explosion de l'euro. Est-ce que le déficit aussi va augmenter? Bien sûr, il est annoncé à 111-115%. Certains disent 135%. La dette. J'ai dit le déficit. La dette publique. La dette publique, excusez-moi. Mais 135%, là, on est sur le pas de l'Italie, là. Alors on reste en dessous, mais l'avantage c'est que, et c'est d'autant plus absurde tous ces mécanismes de prêt, d'ailleurs la France n'y a pas eu recours, on parlait un temps d'avoir recours au mécanisme européen de stabilité, qui était un équivalent d'une dette contractée par tout le monde, et qu'on reprêtait aux États à un taux soi-disant moindre, mais la France emprunte soit à taux négatif, soit à 0% encore à 10 ans. Donc la France n'a pas besoin de l'Union européenne pour emprunter. Et le MES, c'est comme les 500 milliards, il y a des contreparties derrière. Donc là aussi, on vous lie les mains. Donc je pense que la France, certes, c'est une dette qui est importante, mais elle reste soutenable et surtout elle serait soutenable dans le cadre d'une économie nationale parce qu'on pourrait monétiser, alors évidemment il ne faut pas tout monétiser sinon ce serait inflationniste, mais on pourrait monétiser une partie de la dette et faire exactement comme a fait le gouvernement britannique, c'est-à-dire les coûts supplémentaires liés à la crise, on les prête directement, la Banque centrale prête au gouvernement et ça pour le coup c'est intelligent d'un point de vue économique. Parce que vous ne donnez pas de l'argent aux banques commerciales qui vont aller sur les marchés financiers, vous le donnez au gouvernement qui va investir directement dans l'économie réelle. Donc ça, vous avez des vraies répercussions au niveau de l'économie réelle et c'est ce que devrait faire la France et ce que feront les pays qui sont indépendants parce que c'est la politique la plus intelligente. Le quantitative easing, à part faire monter les marchés financiers, ça ne sert à rien. Eh bien, c'est une conclusion tout à fait provisoire, bien sûr. Mais vous citiez l'exemple de la Grande-Bretagne. D'ores et déjà, Boris Johnson a décidé un plan d'aide et de restructuration du National Health Service, c'est-à-dire la sécurité sociale. Mais à côté de ça, il va créer à Londres, c'est Jean-Marc Daniel qui le dit d'ailleurs, Singapour sur Tamise, c'est-à-dire une place financière qui va évidemment jouer un rôle décisif. Elle le joue déjà. La City a toujours été une place financière de premier rang. Et ça, évidemment, que contrairement à toutes les prophéties apocalyptiques qu'il y avait eu au moment du Brexit, où on avait dit que tous les traders allaient quitter la City, que la City c'était fini, toutes les entreprises allaient quitter le Royaume-Uni. En fait, non, on a vu Nissan qui part de France et d'Espagne, qui va aller s'installer justement au Royaume-Uni. On a vu Unilever, la grande multinationale, qui se déplace des Pays-Bas, qui déplace son siège à Londres. Et donc le Royaume-Uni va s'en sortir, contrairement à toutes ces prophéties-là. Et effectivement, le Royaume-Uni va bien s'en tirer, va avoir un plan de relance économique intelligent. Et je suis sûr qu'ils auront une meilleure performance que la zone euro d'un point de vue économique. Merci Charles-Henri Gallois. Merci Pierre. Merci Olivier. Et chers téléspectateurs, eh bien, à très bientôt.